Monsieur Filoche, bonjour, merci d'être avec nous. Ce matin, on va tout d'abord, dans un premier temps, parler des retraites, puisque hier, le patronat et les syndicats se sont retrouvés pour une troisième séance de négociation sur ce dossier très sensible. Des discussions qui patinent un peu depuis qu'Emmanuel Macron, le président français, a décidé, en tout cas a appelé à réinvestir massivement dans le budget armement, parce que, je le cite, il se sent menacé par la Russie. Gérard Filoche, qu'attendez-vous de ce conclave, plutôt discret, qui a été voulu par François Bayrou? Oui, discret et non, parce que il y a quand même une raison à l'existence de ce conclave, c'est que 95% de l'opinion remet en cause la retraite à 64 ans. Il y a eu des manifestations extrêmement puissantes et si on vote au Parlement, eh bien, la loi sur les 64 ans sera battue. Alors, on n'a encore malheureusement jamais voté. Et le conclave, dans l'esprit de Monsieur Bayrou, est là pour éviter qu'on vote. Or, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le MEDEF va mettre son veto. Et j'entends le MEDEF de façon inquiétante en ce moment. Ils ont osé dire que la retraite entre 62 et 75 ans, c'était du loisir. Et que la vraie retraite commençait à 75 ans quand on n'avait plus la possibilité physique de profiter du loisir. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent nous pousser la retraite à 67 et 70 ans. C'est ce qu'ils veulent faire dans ce contrat. Alors je comprends Sophie Binet quand elle dit ne cédons pas, et qu'elle dit pas question d'économie de guerre. Parce qu'en fait, on nous dit maintenant, il y a même un patron qui l'a dit, maintenant la retraite à 64 ans, laissez tomber, puisque l'essentiel c'est la priorité pour nous défendre et faire la guerre. Alors c'est inadmissible d'entendre ça. Bon, d'abord, il y a une chose qui est souvent peu dite, c'est que le budget militaire de l'Union européenne est de 312 milliards. Déjà, aujourd'hui, quand je parle, le budget de Poutine en guerre est de 109 milliards. Il faut en rajouter encore beaucoup aux 312 milliards pour battre les 109 milliards. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui consiste à dire qu'on va transférer nos exigences sociales, nos exigences en matière de santé, nos exigences en matière de retraite, qu'on va les transférer dans un budget de guerre? Cette musique-là est assourdissante dans les gros médias aujourd'hui des milliardaires. On ne peut pas supporter d'entendre pareil mensonge, pareille propagande. Sur les plateaux télévision, autres que les vôtres, je vous remercie de m'inviter, sur les plateaux télévision, on entend les gens qui parlent de la guerre avec un ton calme. Enfin, quand même, c'est des cadavres, c'est des morts, c'est des jeunes, c'est des bras arrachés, des têtes explosées, c'est les images de 14-18. Alors, il ne faut pas transférer nos retraites sur le budget de guerre, et il faut protéger nos retraites en abolissant les 64 ans et en allant vers 62 ans. Dans beaucoup d'articles, celui de ma dernière revue Démocratie et Socialisme, je démontre comment on peut le faire en augmentant les cotisations sociales. Oui, alors justement, Gérard Filoche, je vais revenir sur le début de vos propos. Vous parlez du patron du MEDEF, Patrick Martin, ses propos et qui vous ont alerté. Aux médias aussi, justement, ça nous a alerté parce que il reprenait un peu l'exemple du Danemark qui a décidé de reporter à 70 ans l'âge de départ à la retraite pour que l'économie finance cet effort de guerre voulu par les Européens. Patrick Martin, on va justement l'écouter. Gérard Filoche, je vous laisse aussi l'écouter. C'est ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark, qui malgré tout a un excédent budgétaire, là où on a 6% de déficit, le Danemark a décidé de reporter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite pour que l'économie finalement sache financer un effort de guerre. Donc, avec l'argument de l'effort de guerre. Avec l'argument de l'effort de guerre, explicitement. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut porter à 70 ans l'âge légal de départ en retraite en France, mais ça veut dire qu'il y a un consensus dans le pays et une conscience partagée que cette situation très grave nécessite des moyens exceptionnels. Gérard Filoche, on a reculé, là on était dans le débat 62, 64, et là carrément on entend le chiffre 70 ans, c'est un vrai recul. Oui, c'est tellement classique. Le patronat qui vous dit renoncez à vos retraites pour faire la guerre. Enfin, ce sont dans les deux cas les salariés qui vont servir de chair à canon. Maintenant on dit chair à missile.
Mais ça ne change pas. C'est-à-dire que on nous demande sacrifice sur sacrifice. Et le même Patrick Martin va vous expliquer qu'il faut pas que les grandes entreprises taxent leurs dividendes, qu'il faut pas que les riches soient taxés, qu'il faut pas que on enfreigne l'économie, qu'il faut pas toucher à l'industrie d'armement, parce que bon, par exemple, on pourrait lui dire que s'il y a davantage d'armement, eh ben, il faut que ça soit nationalisé, que s'il y a davantage d'armement, il faut déjà que les armes qu'on a fabriquées et qui sont envoyées aux dictatures ne soient plus envoyées aux dictatures, qu'il y ait un contrôle sur ces conditions de l'armement. Et je répète, l'Union européenne a 312 milliards de budget militaire. La Russie de Poutine a 109 milliards. Que vaut-il de plus? C'est une pure escroquerie, le langage du patronat. C'est une pure escroquerie d'opposer nos retraites à la guerre. C'est une pure escroquerie de vouloir nous prendre nos biens sociaux avec un pareil chantage. Alors, on va continuer de parler de Bayrou, mais sur un autre sujet, hein, le Premier ministre fait toujours l'objet de critiques pour avoir potentiellement couvert les violences physiques et sexuelles à Betaram. Des députés de la commission d'enquête veulent interroger la responsabilité de l'État en menant des investigations au ministère de l'Éducation. Et on sait aussi que François Bayrou doit être auditionné. Comment voyez-vous cette affaire qui est en train de s'abattre sur François Bayrou? Écoutez, moi, depuis le début, j'étais comme sans doute le grand public. Je me disais, c'est un vrai scandale. Et puis, le lien avec Bayrou, comme il avait menti, n'apparaissait pas forcément totalement évident. Mais depuis qu'il y a les enquêtes, c'est fabuleux, quoi. Il a aidé financièrement cet établissement-là quand il y avait des violences physiques et qu'il était lui-même président de conseil général. Il y a placé ses enfants, sa femme y travaillait, il a été consulté, il a été informé, on le voit en photo à côté des dirigeants coupables des violences et des abus sexuels, on le voit en fait depuis 30 ans ou 40 ans lié à cet établissement. Donc Bayrou, c'est pas une affaire Betaram, c'est une affaire Bayrou. Il a dit au début, non, vous faites un mauvais procès, en fait, vous voulez m'avoir pour des raisons politiques, etc., etc. Et il pouvait y avoir un doute. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. C'est une affaire Bayrou. Il a été intimement lié à l'histoire de cet établissement et ne s'est jamais inquiété des signaux d'alarme qu'il y avait, même quand il y avait une petite note de son ministère et qu'il était à l'Éducation nationale, ou même quand il était président de conseil général ou qu'il était parent d'élèves. Jamais il n'a vu la période la plus cruelle où il y avait des châtiments physiques et où il y avait des sévices sexuels. Faut pas exagérer quand même, il y a quelque chose de concerné. Il est temps qu'il réponde à une commission d'enquête et qu'il s'explique, ce qui d'ailleurs met en cause, c'est vrai, il a beau le dire, oui, c'est un procès politique, mais non, c'est un procès en responsabilité, en culpabilité probablement, même s'il a le droit d'être présumé innocent, faut qu'il réponde de ce qui s'est passé. Alors, Gérard Philippe, justement, comment fait-il François Bayrou pour passer entre les gouttes? On se rappelle du premier scandale quand il avait été au Conseil de Pau alors que Mayotte était en pleine catastrophe humanitaire. Maintenant, il y a le scandale Betaram, il n'a pas de majorité. Comment fait-il pour ne pas être destitué? Je me le demande vraiment. Parce que, franchement, il a un comportement, il est différent de Barnier. Il bug tout le temps, il fait maquignon, il répond pas. Il rentre dans ses épaules et il passe à côté des questions qui sont posées. Il esquive. Il pense que chaque jour où il est au gouvernement, il gagne du temps. C'est comme sur les retraites. Il essaie de gagner du temps, mais il ne compte pas répondre à la question. C'est comme sur le budget. Il est passé à travers les gouttes en négociant, semble-t-il, quelques petites choses. C'était malencontreux, hein. Le Parti socialiste aurait dû voter la censure. Mais il est passé quand même. C'est pas à cause du Parti socialiste, puisque le Rassemblement national, lui, de son côté, ne votait pas. Il n'y aurait pas eu de censure de toute façon. Mais c'est la méthode de Bayrou. Ne rien faire, passer en rentrant la tête dans les épaules et essayer d'esquiver tous les coups. Ça ne peut pas durer, ça. On a besoin d'un Premier ministre, on n'a pas besoin d'un maquignon. Alors, Gérard Philippe, vous parliez du Parti socialiste, justement, on va en parler, puisque c'est un peu l'actualité du jour, en tout cas d'hier soir. Boris Vallaud a officialisé sa candidature à la tête du parti. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs candidatures. Est-ce que, justement, plusieurs candidatures, c'est le reflet de la démocratie, ou le reflet qu'au PS, on n'est pas vraiment sur la même ligne? Qu'il y ait une démocratie et un congrès, ça, je les félicite pour ça. Tous les partis devraient avoir une démocratie et des congrès. Mais est-ce pour autant, j'ai écouté Boris Vallaud, il dit c'est pour additionner les talents que je suis candidat. Oui, mais pourquoi faire?
Quel est le talent qui est en cause? Est-ce que c'est pour l'union de la gauche, de toute la gauche, sans exclusif, afin de gagner contre la droite et Le Pen lorsqu'il va y avoir des élections législatives anticipées et peut-être une présidentielle anticipée? Est-ce que c'est pour gagner ou est-ce que c'est malheureusement pour se séparer, diviser, faire une nouvelle force, etc. Et dans ce cas-là, c'est sûr, hein, la gauche ne gagnera pas. Elle ne gagnera pas avec plusieurs candidats. Alors il faut le dire à Vallaud comme il faut le dire à tous les autres. Il faut une candidature unitaire de toute la gauche et il faut se mettre d'accord. J'ai peur que la candidature de Vallaud, je trouve qu'Olivier Faure s'est bien débrouillé depuis le début. Lui, il est pour l'unité, il est clair, il voulait censurer, il est clair, il veut que son parti soit ancré à gauche, il est clair, et il veut qu'il y ait une union avec toute la gauche sans exclusive. Alors donc, c'est ça qui est en jeu derrière les personnes, c'est la ligne politique. Nouveau Front Populaire ou pas? Je suis plus membre du Parti Socialiste, et c'est la première fois depuis longtemps que je suis en accord avec un premier secrétaire. Alors je défends plutôt la démarche d'Olivier Faure, si je peux avoir une quelconque influence, bien sûr. Et je dis aux militants, ne vous laissez pas égarer, retournez pas vers Hollande, même sous d'autres visages masqués. Ne retournez pas vers Hollande, parce qu'Hollande, il vous a fait perdre terriblement. Le Parti Socialiste est passé de 180 000 membres à Toulouse, à son congrès en 2012, à 18 000 membres. En 2018, à Aubervilliers, à son congrès, 180 000 à 18 000. Hollande a travaillé contre le Parti Socialiste. Hollande est passé en force avec le 49-3 contre sa propre majorité pour faire passer El Khomri et casser les principes fondamentaux du Code du travail. Et Hollande, c'était la candidature Hidalgo qui a fini à 1,74%. Ne retournez pas, votre parti a progressé avec Faure. Il est passé de 18 000 membres à 40 000 membres, d'après vos chiffres officiels. Eh bien, continuez dans cette voie. Ne retournez pas en arrière. Vous savez, Hollande, c'est comme Schroeder, Blair, Kohl, pas Kohl, le chancelier allemand qui vient de disparaître, Scholz. Et surtout, c'est pas la voie. C'est pas la voie de l'aile droite qu'il faut sortir. C'est la voie de la gauche tout entière, une vraie gauche socialiste. Et c'est généralement quand le Parti socialiste a été dans la gauche unie qu'il a été utile et qu'il a progressé. Alors, ne retournez pas en arrière. Gérard Filoche, on a compris, hein, vous êtes partisan, défenseur de la candidature d'Olivier Faure. Vous souhaitez également que le NFP reste uni, c'est votre souhait. Mais est-ce que dans les faits, le NFP peut encore être viable? Ou l'est-il même encore à l'instant où on parle, hein? À l'instant où on parle, je vous concède tout à fait qu'il va mal, et j'en suis meurtri, parce que je suis comme il y a 7 millions d'électeurs qui ont voté NFP. Ils n'ont pas voté pour plutôt un parti qu'un autre. Ils ont voté pour le nouveau Front Populaire. Et tout le monde est conscient que s'il n'y a pas d'union de la gauche, nous perdrons. Et qu'en conséquence, si le NFP va mal aujourd'hui, le souhait de tous les militants, de tous les électeurs, je crois pouvoir le dire à 80 ou 90%, est un souhait unitaire. Et donc, il faut travailler à le reconstruire à la base, dans des collectifs de base unitaires, y compris pour les municipales, en vue des législatives, et au sommet avec une candidature commune. Sans ça, tous ceux qui parlent, qui disent « Attendez, moi je vais défendre telle candidature, il est vachement plus fort que les autres, il va s'imposer », ils se plantent. Personne ne pourra gagner seul. Nul ne gagnera seul à gauche. La gauche ne peut exister et gagner dans les prochains scrutins qu'unie. Et donc, il faut reconstruire ce qui peut être reconstruit. Et c'est notre appréciation à nous, l'après. Avec mes amis Corbière, Autain, Ruffin, c'est de reconstruire une union. Et donc, cette union-là, elle est nécessaire. Militons pour. Ça dépend de notre volonté, de notre activité, de notre bienveillance, du respect de tout le monde à gauche, du fait que personne ne s'insulte et tout le monde s'écoute. Alors, l'Union de la gauche, à suivre. Alors, dernière question à Gérard Filoche, parce qu'on est pressé par le temps. Malheureusement, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de la lutte sociale en France? Mais moi, je suis toujours optimiste. Si on n'est pas optimiste, on n'est pas militant. Le principe même des 60 ans que je milite, c'est effectivement pour que nous gagnions. Alors, je vais vous dire quelle est la source de mon optimisme. C'est la force du salariat en France. Rappelez-vous quand même les manifestations du premier semestre de 2023. Il y a eu 14 manifestations, 34 millions de manifestants, sans doute 6 à 7, 8 millions différents, et il y avait une grande unité dans l'intersyndicale. Le salariat, c'est 30 millions de salariés. Ils sont exploités,
Ils n'ont que leur force de travail à vendre et c'est eux qui créent toutes les richesses. C'est le travail qui crée la valeur. Ils créent toutes les richesses et n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Donc la force sociale principale de notre pays, c'est le salariat. Et ça va de l'ingénieur au balayeur, ça va du mécanicien à l'informaticien, ça va de la secrétaire à l'infirmière. Et donc c'est cette force sociale-là sur laquelle je base tous mes espoirs. Elle a intérêt à s'unir. Elle a un salaire médian très bas. Aujourd'hui, c'est 2028 €, 50% gagnent moins. Elle a un salaire moyen très bas aussi. Et 95% sans doute des salariés gagnent moins de 4 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un petit pourcentage qui gagne tout, qui accumule les bénéfices, les dividendes, l'argent magique caché, ils en ont plein. Et donc, en fait, il faut unir le salariat, les salariés, faire comprendre à tous qu'ils ont le même intérêt, ils ont leur force de travail à défendre, et il faut qu'ils la vendent mieux, qu'ils obtiennent un meilleur salaire net et brut. Net et brut. C'est-à-dire pour le net, c'est pour vivre au mois le mois, et le brut, c'est pour vivre toute la vie, avec notre sécurité sociale et nos retraites. Et nous ne devons pas nous sentir en accusation ou en défensive. Nous devons être exigeants et combatifs, parce que le partage des richesses en France, aujourd'hui, est trop inégal. Jamais la France n'a été aussi riche et les richesses aussi mal redistribuées. Gérard Filoche, merci d'avoir accepté notre invitation. Votre message est passé. On le rappelle, les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est le malheureux constat que l'on peut faire en France et dans le monde entier. Gérard Filoche, merci à vous d'avoir été notre invité sur cette contre-matinale. Et puis, merci à vous. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette nouvelle contre-matinale du Média. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, par mail, si vous nous suivez à la télé et continuez à nous soutenir, à soutenir votre média. Un média qui vous garantit une information libre et indépendante et qui vit grâce à vous. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Ça se passe dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne journée sur le média. On se retrouve bien évidemment lundi matin. Rendez-vous à 8 h lundi 17 mars pour un décryptage de l'actualité bien loin de celui des médias mainstream. On le rappelle, on sera en entretien avec la députée LFI Gabrielle Catala et aujourd'hui on se retrouve à 13 h pour le journal des luttes. À tout à l'heure.